Donc bonjour à tous, on va parler ce matin des traitements médicamenteux dans le post-infarctus et alors on met de côté évidemment tout ce qui est traitement hypolipémiant et biointégration plaquettaire et on va se concentrer sur les traitements anti-remodelage. L'insuffisance cardiaque est et reste la complication la plus fréquente dans le post-infarctus, notamment à distance, et la complication qui grève le plus le pronostic. Il y a plus, par exemple, de risque d'évoluer vers une insuffisance cardiaque que de refaire un infarctus quand on en a fait un. Il faut rappeler quand même un point important, parce que ça va impacter la décision qu'on va prendre quant à l'utilisation des traitements et la stratégie qu'on va mettre en œuvre. C'est des points qui vont vous être rappelés quand Pierre Coste vous fera le cours sur la sidération, hibernation et nécrose. Il faut rappeler ce que sont les notions de sidération et les notions de nécrose. La sidération, c'est comme une crampe sur un muscle. Il n'y a pas de lyse myocytaire et votre muscle va récupérer après. Il y a une dysfonction qui est en général une dysfonction transitoire, temporaire. Elle est liée à une altération de la réserve coronaire. Il n'y a pas de changement structurel au niveau du muscle et le muscle va récupérer. Et vous avez ça sur une ischémie aiguë, vous avez ça sur des décharges catécholargiques comme par exemple sur un Takotsubo, et vous avez tous vu des cardiopathies de stress Takotsubo avec une dysfonction VG importante qui régresse en quelques heures, quelques jours. Ça, c'est de la sidération. En phase aiguë d'infarctus, il peut y avoir de la sidération. Et puis, il y a l'autre problématique qui est la nécrose, avec la lyse des cardiomyocytes, des phénomènes inflammatoires, une activation neurohormonale qui va être, d'un point de vue pronostic, extrêmement importante, qui est très précoce, et qui va induire ensuite, on met le doigt dans un engrenage, qui est celui du remodelage post-infarctus, qui peut conduire à de l'insuffisance cardiaque. Donc vous pouvez avoir de l'insuffisance cardiaque au début sur la taille de la nécrose et de la sidération, dont une partie peut éventuellement récupérer ensuite, et puis surtout le problème de la nécrose elle-même, de l'extension de la nécrose, qui va conduire à une insuffisance cardiaque. Et donc, quand vous allez décider de la stratégie thérapeutique que vous allez mettre en œuvre, il faut tenir compte de ces deux éléments. Ensuite, autre notion, le remodelage. Qu'est-ce que c'est ? C'est, par définition, l'ensemble des mécanismes qui soient moléculaires, cellulaires, structurels, tissulaires, qui vont toucher tous les compartiments du cardiomyocyte, c'est-à-dire la partie contractile, les éléments interstitiels, même les vaisseaux, qui vont être déclenchés soit par une ischémie, soit par une augmentation de la contrainte pariétale, par l'activation neurohormonale, l'activation inflammatoire, l'activation cytokinique, et tout ça va transformer votre muscle. Et on vous a toujours dit, Pierre Dos Santos, quand il vous avait fait les cours sur le remodelage, vous avez expliqué que un cœur remodelé, c'est un cœur qui pèse plus lourd qu'un cœur normal. D'accord ? Il y a une augmentation de la taille du cœur, des volumes, et également une hypertrophie globale des cardiomyocytes. Il peut y avoir un affinement de la paroi, mais globalement, l'ensemble du muscle pèse plus lourd. C'est ça qu'on appelle l'hypertrophie. Et on avait vu, je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez que quand vous mettez le doigt dans le mécanisme auto-aggravatif du remodelage, vous avez donc une synthèse protéique qui se fait avec des isoformes, notamment de myosine, qui sont anormales, une réexpression du programme génique fœtal, et cette hypertrophie des cardiomyocytes restants, que ce soit en excentrique ou en concentrique, va s'associer avec une désensibilisation des récepteurs bêta. Vous allez avoir des modifications de l'espace intercellulaire avec de la fibrose, qui va être soit de la fibrose de remplacement quand il y a une nécrose, soit de la fibrose interstitielle qui va se mettre en place. Des modifications fonctionnelles avec des anomalies de fonctionnement de l'utilisation des substrats énergétiques. Et tout ça va induire ce remodelage progressif. Et si on schématise un petit peu comment se met en place le remodelage en post-infarctus, donc c'est important de le comprendre pour voir pourquoi les traitements ont un intérêt et à quel moment il faut les mettre en place. Mais en fait, on regarde la contrainte pariétale qui est exprimée ici dans la formule que vous connaissez, et cette contrainte pariétale, elle va être augmentée tout de suite dans la phase aiguë de l'infarctus, et l'activation hormonale va être très précoce. Je vais vous montrer, on arrive à démontrer que l'aldostérone dosée au moment où on met le malade sur table de cathé est pronostic de ce qui va se passer sur l'hospitalisation et dans les mois qui suivent. L'aldostérone dosée à J2 à J4 prédit le risque de remodelage à 1 an, 3 ans,
dans le post-infarctus et est un très puissant paramètre pronostique. Donc cette activation neurohormonale, elle est extrêmement précoce et on va le voir notamment, ça a été très bien démontré avec les ARM, l'efficacité des traitements, elle est quand les traitements sont mis précocement, dans la première semaine. Une fois qu'on a passé cette première semaine, l'efficacité des traitements est moindre. Donc il faut bloquer le plus vite possible cette activation neurohormonale, puisque la phase d'après, c'est sur le remodelage dont on a parlé avec synthèse protéique, réexpression du programme fœtal, une normalisation, une tendance grâce au remodelage à normaliser la contrainte pariétale, qui est l'objectif du remodelage. Et malheureusement, les mécanismes de compensation qui sont à court terme bénéfiques vont ensuite devenir dépassés parce que auto-aggravation de la maladie, notamment du fait de l'activation neurohormonale, la contrainte pariétale augmente, et là on arrive sur la phase d'insuffisance cardiaque. Or, dans le post-infarctus, beaucoup de choses vont se jouer ici. Et la réaction qu'il faut avoir, il faut l'avoir ici, plutôt qu'ici. C'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace, beaucoup plus préventif, et on vous a toujours expliqué que le meilleur traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est le traitement préventif. C'est pas une fois que les dégâts sont installés qu'il faut réagir. Donc je vous disais, il y a une très forte corrélation entre le taux d'aldostérone qu'on va doser, alors ça c'est une étude de l'équipe de la Pitié, un taux d'aldostérone qu'on va doser au moment où on met le malade sur table de cathé. Donc on est vraiment dans la phase aiguë de l'infarctus, et simplement on prélève un tube au moment où on va déboucher l'artère. Et on regarde ce que donne la corrélation entre le taux d'aldostérone, donc extrêmement précoce, dans les premières heures de l'infarctus, sur le pronostic, et là notamment c'était le pronostic intra-hospitalier. Ça a été séparé, l'aldostérone, les dosages ont été séparés en 4 quartiles, et vous voyez que pour les quartiles les plus élevés, il y a une très forte corrélation entre la mortalité cardiovasculaire, la mortalité intra-hospitalière et le taux d'aldostérone à l'entrée. Sur le risque de développer une insuffisance cardiaque, il y a là aussi une corrélation très étroite entre le taux d'aldostérone à l'entrée au moment où on met le malade sur la table de cathé, avant même de déboucher l'artère, et ce qui va se passer durant l'hospitalisation ou à distance. C'est également pronostic du risque d'arythmie ventriculaire. Et si on regarde sur des dosages qui sont faits plutôt à J2, J4, on voit qu'il y a aussi une corrélation importante entre ce taux d'aldostérone qui traduit cette activation neurohormonale précoce et le remodelage qui va se produire, évalué soit en échographie, soit en IRM. Là, vous voyez la variation du volume télédiastolique indexé ou du volume télésystolique indexé entre deux examens, donc que ce soit par de l'IRM ou par de l'échographie, avec des intervalles de temps importants. Et vous voyez qu'on a une corrélation importante. Plus les taux d'aldostérone augmentent, plus on va avoir de remodelage à distance. Donc on voit bien que beaucoup de choses se passent dès le début, dans les premières heures. Donc la priorité va être évidemment de déboucher l'artère, de recanaliser le vaisseau, de reperfuser le muscle, en essayant de limiter les lésions de reperfusion, puisque vous savez que vous créez autant presque de lésions myocardiques quand vous débouchez le vaisseau que quand le vaisseau se bouche. Et ensuite, il va falloir être actif, et on va voir pour quel profil de patient ça va être pertinent, être actif pour limiter le passage dans cet engrenage infernal de remodelage délétère qui va conduire après à l'insuffisance cardiaque. Ce remodelage, on a démontré depuis très longtemps, ça c'est l'étude Valiant avec le valsartan dans le post-infarctus, on a démontré depuis très longtemps que plus il y a d'abaissement de la fraction d'éjection, ici les barres roses, par rapport à une fraction d'éjection préservée, plus il y a d'abaissement de la fraction d'éjection dans le post-infarctus, plus vous allez avoir d'événements, et notamment là c'était un événement de morbimortalité. Plus les volumes ventriculaires augmentent, plus on va avoir de morbimortalité. Plus la taille de l'infarctus est importante, plus on a de morbimortalité. Donc le remodelage, on le comprend, est directement pronostique. La taille de l'infarctus, l'extension des dégâts sur le myocarde vont être extrêmement corrélés au pronostic des patients. C'est assez logique. Et donc, un des problèmes en phase aiguë, c'est d'arriver à distinguer ce qui va être la sidération et ce qui va être les dégâts déjà constitués, dont on sait que ceux-là vont impacter considérablement le pronostic à court, moyen et long terme. Ça, c'est la première notion importante à comprendre. La deuxième, c'est qu'il y a eu une véritable révolution pronostique sur les 20 dernières années, les 30 dernières années, grâce au progrès de l'angioplastie et de la reperfusion. Et que les études qui ont été faites dans les années 90-2000
n'ont plus du tout le même taux d'événement que ce qui est fait dans la période 2020-2025. On va le montrer. Vous voyez, alors ça c'était sur un registre suédois, l'augmentation, la corrélation entre l'augmentation de la proportion de patients qui bénéficient d'une revascularisation en phase aiguë et la réduction de l'insuffisance cardiaque sur l'événement initial. Ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque même à distance, c'est l'évolution de l'insuffisance cardiaque durant l'hospitalisation. Alors je vous disais tout à l'heure que l'insuffisance cardiaque, ça reste quand même la complication la plus grave. Alors on passe les complications de la phase aiguë, c'est-à-dire le choc cardiogénique, l'arythmie ventriculaire, etc. Une fois qu'on a passé ce risque-là, la complication la plus fréquente et la complication la plus grave de l'infarctus, c'est l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Et d'ailleurs, pas que l'insuffisance cardiaque à effet réduite. On a l'impression que ça va être essentiellement ça, mais pas que. On va le voir notamment dans certaines populations de sujets obèses, et on va le voir dans les études américaines. Il y a beaucoup plus de risques, par exemple, d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque et de mourir de l'insuffisance cardiaque que de refaire un infarctus. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer deux chiffres qui passent du simple au double en fonction notamment des populations. Et Europe, États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est l'étude écossaise. L'étude écossaise, on prend tous les patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu en Écosse entre 1991 et 2015, avec un système de santé qui est plutôt qui arrive à capter beaucoup de patients pour lesquels il n'y a pas beaucoup de perdu de vue. Et on va regarder entre l'événement syndrome coronarien aigu et l'apparition de l'insuffisance cardiaque, le délai de survenue, la proportion de patients qui développent une insuffisance cardiaque et l'impact pronostique que ça a. Donc dans cette étude, alors vous voyez 175 000 patients, 12% des patients qui développent dans les suites d'un syndrome coronarien aigu, pas forcément du ST+, qui développent de l'insuffisance cardiaque, 12%. Le délai médian, c'est 6 ans. Ce n'est pas forcément des patients qui s'étaient présentés. Alors il y a tout mélangé. Il y a des patients qui ont fait du choc cardiogénique initial, des patients qui ont fait de l'infarctus simplex ou du SCA sans critères de gravité. Premier point, on a montré dans cette étude qu'il y a, comme partout dans les pays occidentaux, une diminution progressive du nombre d'infarctus. Il y a moins d'infarctus, notamment grâce au progrès de la prévention cardiovasculaire, le tabagisme moins important, les progrès du traitement de la dyslipidémie. On sait qu'au fur et à mesure, avec le temps, il y a moins d'infarctus. Le profil de patient va changer. Il peut y avoir des patients qui évoluent maintenant. On voit des très jeunes qui font des infarctus, ce qu'on ne voyait pas forcément il y a 20 ans. On a des patients qui sont plus comorbides, mais il y a quand même une diminution progressive du nombre d'infarctus. Ça, c'est retrouvé dans tous les pays occidentaux. Surtout, la mortalité a considérablement diminué. Ça, c'est les progrès de la revascularisation. Grâce à la revascularisation, le risque de mortalité a diminué. Mais pour ces patients-là, même s'il y a moins d'infarctus et même avec les progrès de l'angioplastie, on voit que à partir du moment où vous développez l'insuffisance cardiaque dans le suivi, donc 12% des patients à 6 ans, vous avez un impact pronostique qui est absolument considérable. Vous voyez, en fonction du temps, la probabilité de décès qui est considérablement augmentée. À 5 ans, vous passez de 20% dans cette étude. Alors, c'était une étude un peu ancienne, 91-2015. Et vous voyez, vous passez de 20% de mortalité à 5 ans, contre à l'inverse, quand vous avez développé l'insuffisance cardiaque, on est à plus de 60%. Donc un impact pronostique majeur quand vous avez de l'insuffisance cardiaque qui arrive. Et, toujours dans la même étude, représenté un petit peu différemment, les progrès de l'angioplastie et du traitement en prévention secondaire qui montrent que, période après période, au fur et à mesure du temps, le pronostic s'améliore. Moins d'évolution vers l'insuffisance cardiaque, moins de mortalité grâce au progrès. Et c'est représenté un petit peu différemment quand on prend tous les essais qui ont été faits dans le post-infarctus. Dans tous les essais post-infarctus, vous avez ici le taux de mortalité annuel pour 100 patients année, et ici le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque, l'apparition d'une nouvelle insuffisance cardiaque dans les études post-infarctus. Donc vous avez les essais pivots, que ce soit les essais sur les IEC, Save Air Trace, vous avez les essais sur les bêta-bloquants, ARM, ARA2, sacubitril/valsartan, les essais sur les glyphosines qui sont là. Et vous voyez, au fur et à mesure du temps, une très nette diminution du taux annuel de mortalité pour 100 patients année. On passe de quasiment 10 à 20% à 2 à 4% en un an. Donc ça, c'est les progrès de la revascularisation et
l'ensemble des traitements cardioprotecteurs, de la prévention secondaire, de la réadaptation cardiaque, etc. Donc des taux de mortalité qui ont considérablement diminué. Et du coup, également, un risque d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque qui lui aussi a considérablement diminué. Ce qui fait que vous ne pourrez pas comparer des données issues de certaines études qui datent de la période 95-2000 avec des études de la période 2020-2025. Le taux d'événement n'a absolument rien à voir. Et ça va expliquer aussi pourquoi certaines des études récentes sont négatives. C'est qu'en fait, on s'est trompé dans le taux d'événement qu'on supposait dans le groupe placebo. Vous savez que quand on bâtit une étude, on suppose un taux d'événement, on suppose un bénéfice de l'intervention, et c'est comme ça qu'on fait un calcul d'effectif. Donc si vous suspectez un taux d'événement de 20%, que vous attendez une réduction du risque relatif de mortalité par exemple de 15%, vous calculez un taux d'effectif pour 6000 patients, vous pouvez avoir une étude qui va être négative, alors que si vous aviez pris 7000 patients et que vous aviez attendu un peu plus, votre étude aurait pu être positive. Mais on fait un pari quand on fait une étude, quand on design une étude, et on calcule le taux d'événement. Et le problème du calcul de taux d'événement, c'est que dans les études les plus récentes, en fait, il avait été fait beaucoup basé sur ce qu'on connaissait avant, et pas forcément actualisé. Et ça vous explique aussi pourquoi les études les plus récentes, pourtant chez des patients très bien sélectionnés, on va en parler, se sont retrouvées négatives. C'est pas que les stratégies ne marchent pas, c'est pas qu'on ne comprend pas la maladie, c'est pas qu'on n'a pas des traitements efficaces, c'est que malheureusement on s'est un peu planté dans la manière de faire, de designer les études, de faire un calcul d'effectifs. Et donc, comprenez bien, c'est très intéressant d'avoir des études négatives. Parce que ça évite d'avoir des réflexes bulbaires qui font qu'on applique la même recette à tous, ce qui est à peu près le degré zéro de la médecine, et vous devez réfléchir, ça vous force à réfléchir, ça vous force à adapter une stratégie de prévention de la complication la plus grave, personnalisée au risque du patient. Alors ce que je vous dis, c'est ce qu'on fait en pratique, c'est une attitude personnelle, c'est pas du tout une recommandation, parce que les recommandations ne peuvent promouvoir que ce qui a été évalué, mais évidemment qu'on va personnaliser le risque des patients et adapter la stratégie au risque propre du patient. Donc ne concluez pas d'études négatives que les traitements ça sert à rien, ou qu'on peut rester par exemple sur une bithérapie bêta-bloquant IEC ou une trithérapie bêta-bloquant IEC ARM pour tous, et que c'est largement suffisant. Ce serait idiot de conclure ça. Il faut comprendre pourquoi les études ont été négatives, se questionner, finalement ça nous force à réfléchir, et adapter du coup la stratégie personnalisée au patient. Et à la limite, c'est pas plus mal d'avoir des études de temps en temps négatives, parce que ça nous force à pas appliquer bêtement une recette uniforme à tout le monde. Voilà. Vous n'allez pas éplucher de la même manière des choux, des carottes, des patates, et donc vous allez adapter votre méthode au patient que vous avez en face de vous. Mais retenez bien ça, cette diminution considérable du taux d'événement, grâce notamment au progrès de la revascularisation et de la prévention secondaire. Il n'empêche que, comme je vous disais, l'insuffisance cardiaque, ça reste quand même la complication la plus fréquente dans le post-infarctus. Ça, c'est l'étude américaine qui a été publiée récemment. Donc, ils ont pris une période de temps un petit peu plus récente que ce qu'on avait chez les Écossais, 2015-2021, c'est dans un gros registre. Ils ont pris des patients qui ont fait un infarctus, qui sont pas morts durant l'hospitalisation initiale et qui ont survécu au moins 3 mois. Donc, vous avez à la fin une cohorte de 4865 patients qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque préalable. Et là, on voit l'apparition d'insuffisance cardiaque dans 24% des cas. Donc on n'est plus à 12% d'incidence comme chez les Écossais, on est à 24%. Donc ça double. Et d'ailleurs, c'est dans cette cohorte, c'est assez intéressant, qu'on voit quand même que dans l'insuffisance cardiaque, ces patients-là peuvent aussi développer de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite ou préservée. Mais le profil des patients est probablement pas le même, il y a probablement plus de problématiques d'obésité, plus d'inflammation, d'altération microvasculaire, etc. Là encore, comme chez les Écossais, on voit que le fait de développer une nouvelle insuffisance cardiaque, au fur et à mesure du temps, impacte considérablement le pronostic. Et attention,
L'échelle de temps, là, c'est en jours. D'accord? Donc vous voyez que le fait de devenir insuffisant cardiaque après l'infarctus est l'élément pronostique le plus important associé à des comorbidités dont on va parler. Donc l'insuffisance cardiaque, ça reste la complication la plus fréquente et la plus grave dans le post-infarctus, passé les complications mécaniques initiales, choc cardiogénique, arythmie ventriculaire, etc. Qui va faire de l'insuffisance cardiaque? C'est là qu'on voit l'impact majeur des comorbidités. La plus importante, celle qui écrase tout, c'est l'âge. Plus vous augmentez en âge, plus vous avez de risques de développer de l'insuffisance cardiaque. Et dans les modélisations, on voit que le risque est augmenté de 50% chaque fois que vous prenez une tranche d'âge de 10 ans. Les femmes auraient tendance à faire un peu plus d'insuffisance cardiaque. Évidemment, les patients qui ont déjà fait une nécrose, les patients qui ont une atteinte coronaire plus avancée avec une atteinte rétronculaire, et la localisation antérieure. L'infarctus antérieur est beaucoup plus associé au risque de développer de l'insuffisance cardiaque qu'un infarctus latéral classique. Sauf si vous avez en plus une rupture de pilier mitral ou autre. Et là, on arrive sur les comorbidités, qui ont un impact majeur sur le risque de développer des complications. L'AFA, au moment de l'infarctus, est associé à un plus gros risque de développer de l'insuffisance cardiaque, la présence d'un diabète et la présence d'une maladie rénale. Et après, on va dérouler des choses qui sont assez logiques, finalement. Plus vous avez une extension de la nécrose importante, plus vous avez une fraction d'éjection qui baisse, en phase aiguë, plus vous allez avoir de risque de mal évoluer après un infarctus. Donc ça, c'est les données de l'étude EMPACT-MI. Plus la fraction d'éjection va baisser en phase aiguë, plus votre risque de développer de l'insuffisance cardiaque et de mourir de cette insuffisance cardiaque augmente. Là, c'est réparti en fonction de la congestion également. Donc l'évolution de la fraction d'éjection et la congestion. Donc, premier élément que vous allez regarder, le terrain. Et avec ça, vous avez déjà des informations sur le risque personnalisé d'évoluer mal pour votre patient. 2, la taille de la nécrose, évidemment, en sachant qu'il peut y avoir une partie sidération et une partie nécrose irréversible qui ne récupérera pas. Et puis, vous allez vous aider d'autres paramètres. Le NT-proBNP, par exemple, a une très forte valeur pronostique prédictive. Quand on le sépare en quartiles dans l'étude Paradise, plus le NT-proBNP augmente, plus vous avez de risque d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque avec le pronostic associé. Donc c'est logique, hein. La congestion, le NT-proBNP, ou même le degré d'activation neuro-hormonale au début, sont corrélés avec le risque de mal tourner pour le patient. Et puis on l'a dit, vous allez regarder aussi les comorbidités du patient. Donc diabète, l'AFA, l'obésité, et un élément pronostic qui est à chaque fois majeur en médecine cardiovasculaire, c'est la fonction rénale, qui est la comorbidité en général la plus impactante défavorablement sur le pronostic. Donc là, c'est les données de l'étude Valiant sur le valsartan. On voit que plus le DFG baisse, plus votre risque de mortalité toute cause augmente. Et notamment le risque d'évolution vers une insuffisance cardiaque. Donc avec des éléments très simples, la taille de la nécrose, l'âge du patient, les comorbidités, vous arrivez déjà à dichotomiser pour 2 patients, 2 infarctus, celui qui a plus de risque de mal évoluer. Et donc ça vous permettra ensuite d'adapter au mieux une stratégie préventive ou curative si le malade a déjà fait de l'insuffisance cardiaque en phase aiguë, la plus adaptée possible. Et quand on parle d'insuffisance cardiaque en post-infarctus, on va parler de l'insuffisance cardiaque chez le patient qui, à l'arrivée, par la sidération, par la nécrose, par une ischémie sur un pilier mitral, par exemple, le patient qui va faire une insuffisance cardiaque en phase aiguë, le patient qui arrive sans congestion, mais qui va développer de la congestion durant l'hospitalisation index, ou l'apparition de l'insuffisance cardiaque après coup. C'est tout ça qu'on appelle l'insuffisance cardiaque en post-infarctus. Alors du coup, les traitements. Alors, on va dérouler classe par classe, si vous voulez bien. Les premiers, on va dire les bêta-bloquants. Alors on avait des études, j'ai simplifié un petit peu par rapport aux années précédentes. On avait des données chez les patients fibrinolisés à l'époque avant l'angioplastie qui montraient qu'il y avait un bénéfice des bêta-bloquants. Et puis on a l'étude pivot qui est l'étude Capricorne, publiée en 2021,
où on vous montre que du carvedilol introduit durant l'hospitalisation initiale pour des infarctus avec une fonction ventriculaire gauche à moins de 40% est associé à une réduction du risque relatif de 23% de la mortalité toute cause. Donc les bêta-bloquants dans le post-infarctus, fraction d'éjection moins de 40%, recommandation 1A. On ne vous dit pas quand on mesure la fraction d'éjection. Est-ce que c'est la fraction d'éjection mesurée au SAU avant la reperfusion? Est-ce que c'est la fraction d'éjection mesurée à 48 heures ou 72 heures une fois qu'on a passé la phase de sidération? Est-ce que c'est sur l'échographie de sortie? Parce que dans les études, forcément, le délai avant l'échographie, quand la notion de fraction d'éjection est rapportée, il n'est pas forcément constant. Mais globalement, moins de 40% de fraction d'éjection, il n'y a pas de discussion à avoir. Il faut des bêta-bloquants. Recommandation 1A. Par contre, là où ça a pas mal changé ces dernières années, on arrive fin de la décennie 2010, donc la période 2015-2020, on se questionne. Et on reprend des gros registres, le registre français FastMI, le registre anglais, et on regarde en fait, est-ce que les patients en post-infarctus qui ont un traitement bêta-bloquant, quand ils n'ont pas de dysfonction systolique, est-ce que le traitement bêta-bloquant est associé à une amélioration du pronostic? Pour les plus anciens, comme moi, on a toujours appris le bêta-bloquant dans le post-infarctus, ça fait partie du traitement de base, du basique. D'accord? Et on mettait tous les patients coronariens sous bêta-bloquant au long cours. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'en fait, le bénéfice des bêta-bloquants, quand la fonction ventriculaire gauche était préservée, quand le patient n'était pas angинeux, il n'est pas si clair que ça. Chez les Anglais, pas de bénéfice. Chez les Français, dans le registre FastMI, Étienne Pumura avait montré qu'il y avait un bénéfice la première année, mais au-delà de la première année, pas de bénéfice. Et donc on a vu, chose très récente, ces toutes dernières années, là, pas mal d'études qui ont été faites, ou des registres, ou des études nichées dans des registres, qui se sont intéressés à la question des bêta-bloquants dans le post-infarctus à fonction VG préservée. Là, je vous montre l'étude française ABIS qui a été publiée en 2024, où on voulait montrer dans une étude de non-infériorité chez des patients en post-infarctus avec fraction d'éjection à plus de 40%. Alors, il y avait des patients entre 40 et 50 et il y avait des patients à plus de 50%. Mais on voulait voir si l'arrêt du bêta-bloquant, la finalité de l'étude, c'était quand même de montrer si l'arrêt des bêta-bloquants permettait d'améliorer les symptômes et la qualité de vie des patients. Donc, 1, est-ce que c'était pas délétère sur le pronostic? 2, est-ce que ça améliorait la qualité de vie? Premier message, ça ne change rien au pronostic. Mais deuxième message, ça ne change rien non plus sur la qualité de vie. Et puis, on a eu dans le même temps pas mal d'études. Alors, je ne fais pas le détail de toutes les études, mais elles ont été poolées là récemment dans une méta-analyse. Donc, c'est les essais Reboot, Betami, Reduce AMI, Danblock, etc. Et qui montrent que dans le post-infarctus, fraction d'éjection plus de 50%, le bêta-bloquant n'apporte pas de bénéfice sur le pronostic. On a pris tous ces essais en méta-analyse avec toutes les données individuelles des patients, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de poids méthodologique, et ça ne change rien sur le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque, sur la mortalité toute cause, et même sur le risque de refaire un infarctus. Donc, l'historique basique dans le post-infarctus, bêta-bloquant pour tous, aujourd'hui, on ne sait plus trop. Alors, on a tendance à dire encore un peu que la première année, on le maintient, mais au-delà, on l'arrête. Les recommandations suite à ces études vont peut-être être amenées à être ajustées. En tout cas, fraction d'éjection de plus de 50%. Dans le post-infarctus chez le coronarien, le bêta-bloquant aujourd'hui n'a plus la force d'une recommandation 1A comme ça l'avait avant. Mais dans les mêmes méta-analyses, quand on prend le sous-groupe des 40-50% de fraction d'éjection, il y a quand même un bénéfice avec une réduction de 25% du critère morbi-mortalité. Donc en gros, post-infarctus, VG moins de 50%, il faut un bêta-bloquant. Au-dessus de 50%, vous n'êtes pas obligé. Par habitude, on a tendance, je pense, un peu partout à le garder la première année, mais au-delà, après, effectivement, c'est un traitement qui peut être interrompu, sauf si vous avez une indication spécifique à garder un traitement bêta-bloquant. Donc ça, c'est pour les bêta-bloquants. Pour les bloqueurs du SRA, IEC, ARA2, ARNI.
là aussi, d'une longue histoire, j'essaie de vous faire un truc un peu condensé et court. On a cette méta-analyse qui est celle qui fait date, donc vous voyez, on est il y a 25 ans, sur notamment les 3 essais pivots qui étaient Save, Air et Trace, sur lesquels on peut rajouter d'ailleurs les données de Valiant publiées en 2003, où on voit que quand on met un IEC par rapport au placebo, on réduit le risque relatif de 20% de refaire un infarctus, on réduit de 27% le risque d'être hospitalisé pour insuffisance cardiaque. Donc les IEC dans le post-infarctus restent recommandés, validés, notamment à la suite de ces essais. Et des études qu'on a fait ensuite chez le coronarien, HOP, Europa, etc. Mais on était à une époque où le taux d'événement n'est absolument pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. Et on arrive à Paradise. Paradise, c'est le sacubitril/valsartan, qu'on a comparé non pas à un placebo, puisque ça n'aurait pas été éthique, qu'on a comparé à un IEC. Vous savez que dans Paradigme, l'étude dans l'insuffisance cardiaque à flux réduite, on a comparé le sacubitril/valsartan à l'enalapril, à un IEC, chez le patient insuffisance cardiaque stable, à distance d'un infarctus. Là, on va prendre des patients post-infarctus immédiat. On va prendre des patients qu'on a sélectionnés comme étant particulièrement graves, particulièrement à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. On va voir sur quels critères. Et on compare sacubitril/valsartan par rapport à un IEC. Donc pour s'assurer que c'était des patients graves qui risquaient de faire des événements, on a pris des patients avec des infarctus à haut risque, donc fraction d'éjection ABC, et ou de la congestion. Et il fallait en plus un critère de risque, avec les données qu'on a vues tout à l'heure. Il fallait qu'ils soient soit âgés, soit avec un DFG ABC, soit diabétiques, soit de la FA, soit qu'ils aient déjà fait un infarctus, soit qu'ils n'aient pas été revascularisés. Voilà. Donc il fallait des critères pour démontrer que c'était des patients particulièrement à risque, qui allaient tirer bénéfice du traitement. On a exclu, comme dans toutes ces études, les chocs cardiogéniques et les patients qui étaient très congestifs avec un traitement intraveineux par diurétique. Et donc, le message important pour vous, c'est que attention à ne pas adapter les résultats d'une étude négative à des patients qui n'ont pas été inclus dans l'étude. Ne raisonnez pas le patient qui a eu un infarctus avec une assistance en phase aiguë, ce n'est pas un patient Paradise. Le patient qui a été très congestif et qui a été diurétiqué pendant 3 jours pour son infarctus, ce n'est pas un patient Paradise. Donc ne raisonnez pas après en disant « Ah non, Paradise est négatif, je ne peux pas mettre de sacubitril/valsartan chez ce patient. Il n'était pas dans l'étude. » On a des patients qui sont quand même particulièrement graves, du coup, puisqu'on a adapté des critères importants. On est sur 2 tiers de patients qui ont un infarctus antérieur, 40% diabétiques, 16% des patients qui ont déjà fait une nécrose, plus de la moitié des patients qui étaient congestifs, donc des patients particulièrement sévères. Et malheureusement, l'étude est négative sur son critère de jugement primaire, parce que là où on attendait une réduction de 15% des événements sacubitril/valsartan par rapport à un IEC, on a une réduction de 10%, qui n'est pas significative. Donc étude négative. Pourquoi l'étude est négative ? En partie parce que le taux d'événements attendu n'était pas approprié par rapport à la période de l'étude. Et si on met en rapport les données qu'on avait sur les études des IEC, donc les patients Save, Air, Trace, les patients Ephesus en bleu foncé, les patients Valiant en jaune, vous voyez le taux d'événements dans ces études plus historiques, d'accord ? Sur de la mortalité, donc vous voyez, on a une mortalité de à peu près 15% de mortalité à 1 an. Aujourd'hui, dans les essais dans le post-infarctus, on est sur 5% de mortalité à 1 an. Mortalité à 3 ans, on est aujourd'hui à 10% contre 25% à l'époque. Donc c'est vous démontrer les bénéfices considérables apportés par la revascularisation, la prévention secondaire, mais aussi le fait que du coup, il faut en tenir compte quand on fait un calcul d'effectifs et quand on regarde le taux d'événements attendus dans le groupe placebo ou dans le groupe traitement de référence. Et puis si on creuse un petit peu quand même, dans Paradise, probablement que le critère de jugement n'était pas très adapté. Parce qu'on a pris un critère de mortalité cardiovasculaire et de premier événement d'insuffisance cardiaque. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on pensait que après un infarctus à haut risque, quand les patients feraient leur premier épisode d'insuffisance cardiaque, les investigateurs switcheraient l'IEC pour du sacubitril/valsartan.
dont on sait dans Paradigme qu'il est 2 fois plus efficace. Et donc, ils ont décidé de censurer au premier événement. En fait, il y a eu très peu de crossover, c'est-à-dire que les patients IEC qui ont fait un événement dans le post-infarctus, malheureusement, sont restés sous IEC, alors que c'était des patients extrêmement graves. Ils sont restés sous IEC, ils n'ont pas été switchés. Il y a eu seulement 7% de crossover. Et si on regarde après le nombre total d'événements, non pas le premier événement, mais l'ensemble des événements d'insuffisance cardiaque, voilà, pour le coup, on a une efficacité qui est très nette du sacubitril/valsartan. Donc c'est vous montrer à quel point le choix des critères de jugement, le taux d'événements attendus et donc l'impact sur le nombre de patients qu'on sélectionne dans l'étude est très important pour déterminer si une étude va être positive ou négative, en dehors de l'efficacité d'un traitement. Et puis ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on montre que traiter de manière efficace ces patients permet aussi de réduire le risque de récidive ischémique, le risque de refaire un infarctus, de nouvelles revascularisations, de nouvelles infarctus non fatales, etc. Donc, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il faut dire que le sacubitril/valsartan, pour tous, dans tous les infarctus, ça n'a pas d'intérêt? Évidemment, ce serait un raccourci très facile, trop simpliste. Et donc, il y a probablement un bénéfice pour certains patients à être traités par du sacubitril/valsartan. Et pour d'autres, vous pouvez très bien garder un traitement par IEC. On continue le catalogue avec les ARM. Les ARM, on a la très belle étude Ephesus, publiée en 2003. À mon sens, une des plus belles études dans le post-infarctus. Ephesus, c'est la même philosophie. On prend un peu plus de 6000 patients qu'on a choisis comme étant à risque, avec donc des patients en fraction d'éjection basse et de la congestion en phase aiguë, donc des infarctus à haut risque. Et on va les randomiser, éplérénone versus placebo. Donc ils ont déjà un bêta-bloquant, dans 75% des cas. Ils ont déjà un IEC, donc 87% des cas, et on rajoute éplérénone versus placebo. Éplérénone qu'on essaie de titrer à 50, la dose moyenne c'était 43 mg. Les patients étaient randomisés durant l'hospitalisation initiale, et le délai médian avant la randomisation c'était 7 jours. Et en fait, il y a des patients qui ont été traités durant la première semaine, et des patients qui ont été traités durant la deuxième semaine. Donc quand on poule les résultats au global, on a une réduction de 15% significative du risque relatif de mortalité toute cause. Et vous voyez, on est sur une échelle de mois, on est à 3 ans. Et donc on a un bénéfice qui est déjà significatif à partir de la deuxième année. Donc un bénéfice qui est très intéressant. Sur un critère de mortalité cardiovasculaire ou d'hospitalisation cardiovasculaire, il y a aussi une efficacité. Dans les données qu'on a d'Ephesus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi un bénéfice très précoce. Quand le traitement est introduit précocement, on voit que durant l'hospitalisation, dans les 30 jours qui suivent la randomisation, on a un impact significatif sur la mortalité. Donc ça, c'est très important. On a un impact, je passe rapidement, sur le risque de mort subite. Pas que sur l'évolution vers l'insuffisance cardiaque, mais aussi un impact directement sur le risque de mort subite, avec une réduction de 21% du risque de mort subite. Et là encore, c'est l'introduction précoce qui permet ici, dans la première semaine, de réduire le plus le risque rythmique. Et un des messages, à mon sens, les plus importants d'Ephesus, c'est qu'on a comparé les patients qui avaient eu la randomisation la première semaine par rapport aux patients qui avaient eu la randomisation la deuxième semaine. Les patients qui ont eu l'introduction dans les premiers jours suivant l'infarctus sont ceux qui ont tiré le plus de bénéfices. Vous avez donc à chaque fois placebo earlier versus éplérénone earlier, donc c'est introduction précoce, introduction tardive, et après on a comparé éplérénone précoce versus éplérénone tardive. Sur la mortalité toute cause, impact très net, la mortalité et les hospitalisations cardiovasculaires, et sur le risque de mort subite. Donc l'introduction de l'éplérénone la première semaine, dans les premiers jours qui suivent l'infarctus, au moment où on a cette augmentation d'aldostérone dont on sait qu'elle est directement corrélée au pronostic, va avoir un impact très rapide sur le pronostic des patients. Donc Ephesus valide dans le post-infarctus avec insuffisance cardiaque les ARM. Très clairement, recommandation 1A. Mais il y a eu dans la suite des études qui ont été faites
chez les patients post-infarctus sans insuffisance cardiaque, pour voir s'il n'y avait pas quand même des patients qui pouvaient bénéficier aussi des ARM. Alors, il y a eu plusieurs études, il y en a qui ont été évaluées le canréonate de potassium, la soludactone. Il y a eu des études qui ont été faites sur la spironolactone. Et puis, on a eu, publié l'année dernière, la plus grosse étude sur le sujet, qui est l'étude CLEAR, alors qui était une étude avec... c'était une double étude en fait, il y avait la colchicine dans le post-infarctus et la spironolactone. Mais dans le bras spironolactone, donc on est à 7000 patients avec STEMI, mais il y avait aussi des STEMI possibles rajoutés secondairement. J'ai cherché dans le papier, on n'a pas la notion de la fraction d'éjection, parce qu'encore une fois, ce n'était pas un critère nécessaire dans l'inclusion. On a pris des infarctus tout venant. Et là, mettre de la spironolactone pour tous ne change pas le risque de mortalité cardiovasculaire ou de nouvelles apparitions d'insuffisance cardiaque. Donc les ARM, très fortement recommandés dans l'infarctus à haut risque avec insuffisance cardiaque dysfonction VG. Par contre, pour tous, la réponse, elle est non. C'est bien quand même d'avoir des données où on n'est pas obligé d'appliquer la même recette à tout le monde et où on est obligé de réfléchir un petit peu, en fait. Les glyphosines. Les glyphosines, alors il y a eu plusieurs études, je ne vous montre pas d'APA-MI qui était très imparfaite. Je vous montre EMPACT, qui est la plus belle étude de glyphosine dans le post-infarctus. C'est comme du Paradise. On a pris des patients à haut risque, avec un petit peu les mêmes critères, c'est-à-dire de l'infarctus, de la dysfonction systolique et ou de la congestion, et un critère de risque supplémentaire. Et on retrouve les mêmes choses. L'âge, la fonction rénale abaissée, le diabète, la FA, l'antécédent d'infarctus, la congestion, etc. Donc on est pris des patients à haut risque d'évolution. Mais on n'est plus sur les 10, 15, 20% d'événements en un an. On est à l'époque où on a 2 à 4% d'événements en un an. D'accord ? Donc même si on sélectionne des patients très, très graves, à haut risque d'évolution, ils ont quand même un risque qui est beaucoup moins important que ce qu'on avait il y a 20 ou 25 ans. On est sur un critère de mortalité d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. On a effectivement des patients qui sont plutôt bien traités, mais seulement 47% d'ARM, ce qui est quand même problématique, alors que les ARM sont très importants dans le post-infarctus à haut risque. Et on réduit de 10% de manière non significative le critère composite primaire. On réduit les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais le composite première hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mortalité toute cause n'est pas réduit. Et là encore, comme dans Paradise, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le premier événement. Et si on regarde le nombre total d'événements pour insuffisance cardiaque, voilà, pour le coup, il y a une réduction qui est plus importante. Donc, le problème de ces études négatives, c'est qu'il faut comprendre pourquoi elles sont négatives. Avant de dire que les glyphosines dans le post-infarctus à haut risque, ça ne sert à rien, comprenez bien pourquoi ces études sont négatives. Elles le sont parce que la période a changé, le risque propre des patients a considérablement été réduit. Et ne simplifiez pas les choses en pensant que la même recette suffit pour tout le monde. Et en fait, il faut du coup personnaliser votre stratification du risque pour le patient que vous avez à charge, pour le patient dont vous avez la charge, et adapter la stratégie au patient. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pour tous juste IEC bêta-bloquant ou IEC bêta-bloquant ARM, et que ça suffit. Vous devez aller plus loin dans la réflexion. Alors, comment on peut faire ? Là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout une recommandation officielle. C'est une vision personnelle des choses. Mais, pour moi, à mon sens, vous devez d'abord comprendre les patients qui ont été inclus dans les études et ne pas appliquer la recette aux patients qui n'ont pas été inclus dans les études. Les très graves, ceux-là, ils ne sont pas inclus dans les études, donc il faudra probablement les traiter beaucoup plus. Premier point. Deuxième point, dans les études, on a quand même sélectionné des patients particulièrement à risque. Et donc, vous devez personnaliser votre évaluation du risque du patient. Comment vous allez faire ? Alors, on l'a dit, le terrain, les comorbidités, la fonction rénale, l'âge, la présence d'un antécédent d'infarctus, le territoire, évidemment la taille de l'infarctus, qui va tout conditionner, l'importance relative de la nécrose déjà constituée,
ou de lésion de reperfusion par rapport à une sidération initiale. Et ensuite, vous devez adapter à cette évaluation du risque votre stratégie, votre agressivité avec laquelle vous traitez les patients. Ne pas faire la même recette pour tout le monde. Et l'élément le plus important, réévaluer le patient. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas juste on met un traitement en post-infarctus, le patient sort, on le revoit pas et on voit pas ce qui se passe. Ça, malheureusement, ça marche pas bien. Vous devez vous revoir ces patients ou vous organiser pour que ces patients soient revus, pour qu'on voit si la dysfonction VG initiale a récupéré et quelle est la trajectoire du patient, ou alors au contraire, un patient qui était à haut risque, qui reste à haut risque d'événement. Si les patients ne sont pas revus, peut-être qu'il vaut mieux les protéger plus dès le début. Si vous êtes sûr que vous allez pouvoir revoir les patients, ce n'est pas forcément une perte de chance que de commencer une stratégie, on va dire, plus modérée. À partir du moment où le patient est revu précocement, vous avez toujours la possibilité d'augmenter votre prise en charge médicamenteuse derrière. Ce n'est pas le même impact pronostic pour le patient. N'oubliez pas un point aussi, on en a déjà parlé plein de fois, c'est que tous les traitements qu'on utilise dans l'insuffisance cardiaque sont des antiarythmiques. Tous les traitements ont démontré une réduction de 20 à 35-40% du risque de mort subite, que ce soit d'ailleurs chez le patient ischémique ou chez le non ischémique. Et donc quand vous traitez plus un patient, vous allez réduire son risque de mort subite initial. Ça questionne aussi sur est-ce que ce serait logique, par exemple, de mettre une veste défibrillateur à un patient en post-infarctus et à côté de ça, de le traiter que par un IEC bêta-bloquant. C'est probablement pas très pertinent pour le pronostic du patient. De toute façon, s'il a des indications à avoir une veste, il a obligatoirement une indication à être au moins sous trithérapie avec un ARM, voire plus. Et vous allez probablement plus réduire son risque de mort subite en le traitant de manière efficace dès le début, plutôt que de lui mettre une veste et de ne pas le traiter efficacement. Et donc, la question qu'il faut se poser à mon sens, c'est quel est le risque personnalisé des patients. Alors on va commencer par le patient de droite. Je vous ai pris 2 hommes qui ont le même âge, 52 ans. Les deux, c'est des infarctus antérieurs. Le patient de droite, il fait un infarctus, il est débouché précocement en H+2, c'est une IVA moyenne, il a 40 000 de tropo, c'était la nuit, en attendant l'astreinte, vous avez jeté un coup d'œil à l'écho, vous êtes tombé sur 35% de fraction d'éjection en phase aiguë, avant qu'il parte sur la table de cathé. Durant l'hospitalisation, il ne fait pas de congestion, il ne fait évidemment pas de choc cardiogénique, il ne fait pas d'événement rythmique, et le patient, vous avez derrière une fonction rénale normale, il n'est pas diabétique, il n'a pas fait de FA, et sur l'écho de sortie quelques jours plus tard, ou même sur l'IRM si jamais il y a une IRM, on peut tout imaginer, vous avez finalement 4 segments qui ont été touchés. Et un NT-Pro qui reste normal. Est-ce que vous considérez que ce patient, 52 ans, infarctus, fraction d'éjection à un moment à 35%, est-ce que vous considérez que ce patient est à haut risque ? Il n'y a que Julien qui répond, qui dit non. Lui, on voit bien que sa trajectoire, elle va être correcte. 40 000 de tropo, si on refait l'écho avant la sortie, vous savez que ce patient, il a 45% de VG. D'accord ? Celui-là, il va bien évoluer. Celui-là, est-ce qu'il faut sortir d'emblée le bazooka, être extrêmement agressif ? Il n'est pas diabétique. Est-ce qu'on a besoin de dégainer d'emblée autre chose qu'une trithérapie, voire éventuellement même une bithérapie ? C'est pas certain. Et lui, c'est pas une perte de chance que de le mettre sous IEC bêta-bloquant ARM. Le voisin, qui lui arrive quelques heures plus tard dans la journée, il a 52 ans aussi. Lui, vous le voyez arriver plus tard, H+6. C'est un infarctus, il a bouché son IVA prox. Votre pic de troponine durant l'hospite sera de 400 000, 10 fois plus. Il a, sur l'IRM que vous avez la chance de pouvoir faire, un énorme noriflow, éventuellement un thrombus VG. Il a aussi 35% de fraction d'éjection. Il se trouve qu'en plus, lui, il avait un diabète et déjà une maladie rénale chronique. Et la séquelle, elle est beaucoup plus importante.
et il a été congestif durant l'hospitalisation. Et en plus, il vous a fait un peu de TVNS au scope. Est-ce que vous ne pensez pas que ce patient, qui a le même âge, qui lui aussi a un infarctus avec une fraction d'éjection à 35%, il est beaucoup plus à risque? Évidemment. Est-ce qu'il faut appliquer la même recette aux deux malades? Évidemment que non. Est-ce qu'on va dire, ah ben non, Empact est négatif, Paradise est négatif, je me contente de mettre un IEC, un bêta-bloquant et un ARM, ce sera suffisant? Ben, ce ne serait pas très malin. Alors de toute façon, vous avez l'avantage d'avoir une fonction rénale altérée, un diabète, donc de toute façon, il a une indication d'avoir une glyphosine, plus ou moins si le diabète est déséquilibré après en fonction du poids, etc., un analogue du GLP-1, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Lui, si vous décidez d'emblée de le mettre sous sacubitril valsartan plutôt sous IEC ou sartan, à mon sens, ce n'est pas du tout une erreur. C'est même probablement très judicieux. Donc, ne retenez pas d'études négatives que la même recette doit être appliquée pour tout le monde de la même manière. Personnalisez votre stratégie thérapeutique aux patients dont vous avez la charge pour avoir des objectifs derrière qui soient ambitieux. Donc en gros, les recommandations 2023 disaient que les bêta-bloquants dans le post-infarctus, fraction d'éjection moins de 40%, c'était du 1A. Les IEC, évidemment, quand ils sont diabétiques, hypertendus, maladie rénale et dysfonction VG importante, du 1A. Les ARM, pareil. Pour tous les autres, les IEC restent recommandés dans le post-infarctus, surtout que la plupart du temps, ce sont des patients hypertendus ou autres. Il y aura des changements dans les recommandations, mais avec des études négatives, ça sera compliqué d'ajuster ça. Est-ce à dire qu'il ne faut jamais mettre les patients sous inhibiteur du SGLT2? Probablement pas. Est-ce à dire qu'il ne faut jamais les mettre sous sacubitril valsartan? Là aussi, ce serait raccourcir les choses. N'oubliez pas que vous avez des patients qui n'ont pas été inclus dans ces études. Et si vous reprenez les patients infarctus, phase aiguë, compliqué de choc cardiogénique, le taux d'événement est quand même beaucoup plus important. Regardez l'échelle de temps, là, c'est des jours. Hein. Donc là, on est sur une mortalité toute cause à 30 jours qui est de l'ordre de 50% dans le choc cardiogénique assisté. D'accord ? Donc évidemment que ces patients-là, il faut les traiter et les surtraiter tout de suite. Enfin, tout de suite. Dès qu'ils sortent du choc cardiogénique et qu'ils sont suffisamment stabilisés. Mais faire quitter ces patients-là à l'hôpital avec bithérapie ou trithérapie, ça serait largement insuffisant. Et dernier point, dans le fait de revoir ces patients, n'oubliez jamais que à 3 mois après un post-infarctus, on rentre dans les indications habituelles des traitements d'insuffisance cardiaque. Et donc l'erreur qui a été faite dans Paradise, c'est que ces patients qui venaient pour décompensation n'étaient pas escaladés, alors que c'était des patients paradigmes. Et donc 3 mois après l'infarctus, on est dans les critères d'inclusion des grandes études pivots de l'insuffisance cardiaque, qui vous rappellent que la quadrithérapie pour tous, c'est le traitement de référence. Donc, finalement, avoir des études négatives, c'est peut-être pas si mal que ça. Ça vous permet de réfléchir, ce qui est quand même probablement le plus intéressant. Ça vous évite d'appliquer bêtement des recettes à tous de la même manière. Et vous avez vu que ces recettes, en fait, elles sont en train de changer, elles sont en train de s'ajuster. Donc, il n'y aura pas d'incrémentation parce qu'on a eu des études négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, surtout pas. Ça veut juste dire qu'il vous faut réfléchir. Et puis, des repositionnements, par exemple, les bêta-bloquants pour tous, tout le temps, probablement que ce n'est pas pertinent, notamment dans les fractions d'éjection préservées. Est-ce que vous avez des questions particulières ?